Hello, je m'appelle Ernest et je suis documentaliste. Mon travail est de revenir en images sur les aventures de Jim, Leon et Pinky. Aujourd'hui, Oui, Felito? Non, tu peux rentrer. Comme je disais, aujourd'hui, je reviens sur 3 points évoqués dans le vague de Kanagawa et les estampes japonaises. Jingle. Un aboutissement. Felito, peux-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? Merci. Et descendre l'écran? Attention! Voici la vague de Kanagawa. Elle est la plus célèbre estampe du peintre japonais Katsushika Okusai. Pour Okusai, l'important n'est pas vraiment le sujet de l'estampe. Ce qui l'intéresse, c'est étudier la nature, comme les variations de couleurs de la mer, les mouvements de l'eau, la manière dont l'écume se forme, la violence des éléments naturels, la relation de l'homme avec la nature. Et une vague est une parfaite opportunité pour étudier tout cela. C'est pourquoi il ne s'est pas contenté d'en prendre une seule. Regarde. Avec la vague de Kanagawa, Okusai livre sa meilleure estampe consacrée à la mer. C'est l'aboutissement de plusieurs décennies d'observation de la nature. Mais pourquoi est-elle meilleure que ses estampes précédentes? Felito, une idée? Observe un moment ces différentes techniques. Il y a un effet qui rend la vague de Kanagawa beaucoup plus impressionnante que ses vagues précédentes, tu ne trouves pas? Tu donnes ta langue au chien? Regarde la perspective. Dans les autres estampes, l'observateur est placé en hauteur. Il regarde la scène d'en haut. La vue en hauteur était alors encore une tradition dans les estampes japonaises au début du 19e siècle. On appelle cela une vue cavalière. Tandis qu'à partir des années 1830, Okusai a parfaitement intégré le fait que lorsque le spectateur est plongé dans la scène, le tableau va être plus impressionnant. Voici de nouveau une vague antérieure à la vague de Kanagawa. Nous sommes au-dessus de l'action. Et voici un travail postérieur à la vague de Kanagawa. Beaucoup plus impressionnant, n'est-ce pas? C'est très intéressant. On peut vraiment identifier le moment durant lequel Okusai a parfaitement intégré l'ukiyo dans sa carrière. L'ukiyo ne doit pas être confondu avec l'ukiyo-e, dont vous pouvez retrouver la définition précise sur notre site internet. Non! L'ukiyo est le nom spécifiquement donné aux estampes faisant appel à la perspective occidentale. C'est le peintre Okumura Masanobu qui est le premier à étudier la perspective occidentale dès le milieu du XVIIIe siècle. Mais c'est Okusai qui perfectionne cette technique, jusqu'à la vague de Kanagawa, qui va devenir son chef-d'œuvre. Un pigment rare. 1635. 1635. Les Japonais sont fascinés par la culture occidentale. Ils importent énormément de biens du continent, comme des vêtements, des lunettes et même des armes à feu. Mais les autorités voient d'un mauvais œil cet attrait pour la culture étrangère. Ils craignent que l'identité japonaise ne se perde. Ils décident alors d'appliquer le sakoku, qui signifie fermeture du pays. Cela se traduit par une censure pour tout ce qui vient de l'étranger. C'est pourquoi le bleu de Prusse, bien qu'inventé en 1706 par le fabricant de couleurs berlinois Johann Jakob Diesbach, est considéré comme une nouveauté lorsqu'il est finalement importé au Japon, plus de 100 ans après son invention au début du 19e siècle. C'est dire à quel point le Japon était fermé au monde. À cette époque, les éditeurs d'estampes cherchent un peu de nouveauté. Il faut bien les comprendre. On fait des estampes de la même manière depuis des générations. C'est pourquoi l'éditeur Nishimura Yohashi comprend toute la valeur du bleu de Prusse. Il va l'utiliser pour la nouvelle série d'Okusai qui comporte, et ce n'est pas un hasard, beaucoup de vues marines et donc beaucoup de bleu. Et là, bingo! C'est un succès! Tandis que les anciens bleus, produits d'extraits végétaux, avaient tendance à s'estomper avec le temps, le bleu de Prusse est une couleur chimique et synthétique, fabriquée en laboratoire et qui se détériore peu. Elle est à la fois vibrante, chaleureuse, intense et profonde.
Wonderful, isn't it? Le succès populaire est grandissant. On se jette sur toutes les estampes qui contiennent du bleu de Prusse. C'est alors tellement demandé que les éditeurs ont cette idée géniale. Pourquoi ne pas imprimer des estampes uniquement en bleu? On appelle cela la technique Azuri A, c'est-à-dire image imprimée en bleu. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la série 36 vues du Mont Fuji comporte au total 46 vues. Parce qu'il n'est pas fou, Nishimura. Devant le succès, il a eu tout fait de commander à Oxide des estampes supplémentaires, puis de lui commander de nouvelles séries. D'ailleurs, le savez-vous? Pour les Japonais, le bleu comme le vert représente les nuances de la nature. Il n'y a qu'un seul mot pour désigner ces deux couleurs. Ah oui! Donc, ce choix de faire des estampes bleues, un choix qui peut nous sembler un peu étrange à nous, occidentaux, l'est beaucoup moins pour les Japonais. Le japonisme. 1853. La flotte du commodore américain Matthew Perry atteint les côtes japonaises. Non, Felito, pas ce Matthew Perry, celui-là là-bas. Voilà. Le but de Matthew Perry? Faire cesser le sakoku, la politique isolationniste du Japon. Pour cela, il arrive surarmé et fait une démonstration de la puissance de ses canons dans le port japonais d'Uraga. L'effet est immédiat. Cela marque la fin du shogunat et le début du commerce international pour le Japon. Naît alors en Occident une mode pour tout ce qui vient du pays du soleil levant. Une mode qu'on appelle le japonisme. Le japonisme va avoir une influence considérable sur beaucoup d'artistes européens, mais surtout sur les impressionnistes. Le peintre japonais et le peintre impressionniste partagent en effet beaucoup de points communs. Les deux sont des peintres d'extérieur. Ils préfèrent souvent l'allégorie au réalisme. Le peintre ukiyo-e va, par exemple, représenter l'écume de l'eau avec des sortes de griffes étranges et parfois menaçantes. Le peintre impressionniste va représenter les variations de lumière avec de tourbillons de couleurs chatoyantes. Superbe! Ce sont des contemplatifs. Ils essayent tous deux de capturer l'instant présent de la vie quotidienne. Un peu comme les photographes. Ils explorent la façon dont un seul sujet va changer selon le point de vue ou l'heure de la journée. C'est pour cela que tous deux créent des séries de tableaux sur un même sujet. C'est parce qu'ils partagent tous ces points communs que les impressionnistes reconnaissent tout de suite les peintres ukiyo-e comme des frères aînés. Claude Monet, à lui seul, réunit une collection de 231 estampes. L'influence des peintres japonais est partout visible dans son œuvre, notamment dans ses fameuses nymphéas, ou encore cette peinture de sa femme, par exemple. Et regardez cette toile de Paul Cézanne. Cette montagne, ça ne vous rappelle rien? Oui, à moi aussi, elle me disait quelque chose. Il y aurait encore énormément à dire sur les estampes japonaises, sur Okusai, ces mangas encore peu connus aujourd'hui. Mais ça, vous savez quoi? C'est pour une toute autre histoire. N'hésitez pas à faire un tour sur unetoutautre-histoire.fr. Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques, fréquemment mises à jour, sur Okusai, les estampes japonaises ou encore le japonisme. À bientôt les amis!